Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Simplement Autiste. Dans ce podcast, nous allons parler de sémantique et donc nous parlerons du sens des mots. Mais naturellement, pas n'importe lesquels, ceux que l'on utilise lorsque l'on évoque les neuroatypies et plus particulièrement l'autisme. Je tenais vraiment dans ce second épisode à parler de sémantique. La sémantique, pour moi, est véritablement importante. Les mots-expressions que l'on va utiliser lorsque l'on parle d'autisme n'ont pas nécessairement une source qui va être scientifique, comme pour la psychiatrie ou la psychologie. Mais on retrouve également leurs sources dans la sociologie, dans la politique, dans le militantisme et même, si on peut le dire ainsi, dans le langage commun. Que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard dans ce podcast, ne vous inquiétez surtout pas, il est complètement normal et même rassurant de se demander pourquoi le sens ou l'origine des mots que je vais indiquer a autant d'importance pour moi. En vérité, l'utilisation d'un mot ou d'un autre va immédiatement orienter un propos, un article, une étude, un dialogue ou encore même une tentative, et très souvent maladroite, d'hypothèse sur le fonctionnement de notre cerveau. Cela va aussi biaiser l'analyse et souvent même la simple constatation des comportements et de ce fait la vision que l'on a de ces mêmes comportements. En matière de vision du comportement, nous pouvons ici parler par exemple de validisme ou de capacitisme. Le validisme, ça va être un terme que l'on croise de plus en plus et il s'agit d'une oppression qui prend souvent la forme d'une discrimination, de préjugés ou même de simples traitements défavorables contre les personnes vivant avec un handicap, même lorsque celui-ci est invisible. Dès qu'on va aborder la neurodiversité et l'autisme plus particulièrement, l'importance du sens et du choix des mots que l'on va utiliser est devenue complètement primordiale. Ça va servir à sortir de la stigmatisation et pour que les autistes puissent également participer de plus en plus, et même si je devrais juste dire avec plus de visibilité, parce que ça participe quand même déjà beaucoup, à la pédagogie, et pour ne pas dire sensibilisation parce que j'aime pas beaucoup ce mot, mais aussi à la recherche. Et il y a beaucoup d'enseignants, chercheurs et chercheuses autistes, et ça fait vraiment plaisir. Vous l'aurez peut-être déjà deviné, mais sinon, vous inquiétez pas, c'est clairement pas grave, mais c'est cette orientation du vocabulaire qui est à la base de la sémantique lorsque l'on parle d'autisme. On peut également parler de biais d'approche et de stigmatisation. On peut alors prendre l'exemple de la recherche et du milieu médical. Et si en parlant d'autisme ou de neurodiversité, on parle de pathologie, forcément, les chercheurs et les médecins vont chercher à guérir et à trouver des remèdes. Les institutions, quant à elles, vont se contenter d'enfermer et les pouvoirs publics vont apporter une aide, mais naturellement dans la mauvaise direction. Les parents vont forcément ressentir de la honte. C'est complètement normal et on le voit un petit peu trop et ça c'est vraiment dommage. Et vont forcément chercher à cacher le problème ou en tout cas à le nier et à apporter une aide qui peut parfois être complètement inappropriée et ça c'est véritablement dangereux. Dans le même niveau de vocabulaire, si on parle de déficit ou de problème de comportement ou de socialement inacceptable et de socialement acceptable, on va bloquer toute idée de compréhension ou pour les personnes de bonne foi, sa tentative. Parce que là, si on oriente forcément la compréhension dans le mauvais sens, il ne peut pas avoir de compréhension réelle et de bons outils qui vont être apportés. Et je me permets clairement d'insister dessus. Toute idée de pathologie, de problème de comportement, de socialement inacceptable, de déficit, va bloquer toute tentative ou tout espoir, en tout cas que les choses avancent dans le bon sens et que l'on soit outillé correctement. Ils sont donc complètement à bannir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va plutôt utiliser ? Lorsque l'on cherche à traduire le fonctionnement, ou en tout cas cette différence de fonctionnement entre les autistes et les non-autistes, car le travail doit aller clairement dans les deux sens, il sera très clairement préférable et beaucoup plus positif de renforcer l'utilisation des termes de différence de fonctionnement, de besoins spécifiques, de perceptions différentes ou même de capacité, car oui, il y a aussi des problèmes de capacité. Ça, c'est véritablement une chose auquel je tiens énormément. Si l'on renforce l'utilisation des termes de différence de fonctionnement, de besoins spécifiques, de perceptions différentes ou même de capacité, ce sera beaucoup plus intéressant littéralement pour tout le monde. Ces mots vont être bien plus constructifs et vont inviter à rechercher à comprendre ces différences de comportement et à analyser l'existence des besoins et des capacités réelles de la personne et sortir de ce cercle vicieux du simple manque de volonté qui là est bon pour littéralement personne, qu'on soit autiste ou pas. Renforcer ces biais d'approche et donc renforcer ces idées de capacité, de besoins spécifiques et de perceptions différentes va de loin beaucoup mieux correspondre à la réalité de cette différence de fonctionnement et de structuration du cerveau. Ainsi,
on va être beaucoup plus enclin à mettre en place des outils qui seront beaucoup plus pratiques à l'avenir. Comme dit dès le début, ce podcast parle de sémantique et de sens des mots. Je vais alors me permettre une double parenthèse, car vous l'aurez remarqué, non, ce n'est pas qu'une impression. J'ai construit ce podcast plutôt comme une rivière. Le but était de le rendre fluide et sinueux. Je l'imagine vraiment serpenter comme ça, entre deux termes. C'est une idée qui me plaisait assez. Et je m'écarte très clairement et volontairement de la simple liste de mots façon gros dictionnaire, car là, je pense que j'aurais perdu plus de la moitié à l'introduction. Aussi, deuxième parenthèse, c'est clairement volontairement que je ne détaille pas les difficultés ou les souffrances venant de l'autisme ou des comorbidités qui vont être associées, ni même du contexte ou encore de ces structurations du cerveau au niveau biologique ou même en termes de fonctionnement cognitif. Tout simplement parce que c'est pas le sujet de mon propos et ça, ce sera peut-être l'occasion de faire un podcast à l'avenir. Là, ça commence à faire beaucoup. Et je vais me permettre de vous laisser quelques secondes pour pouvoir respirer un petit peu, genre au moins 3 fois, le nez, la bouche, tout ça, et regarder un petit peu dehors. Personnellement, j'ai le niveau de concentration d'un enfant de 4 ans, et ça c'est vraiment me surestimer. Et je peux clairement comprendre à quel point cela commence à faire un petit peu quand même beaucoup d'infos à digérer et pouvoir absorber un petit peu tout ça. Donc, on inspire, on expire. Voilà, bien. On pense à boire aussi pour le TDAH. Pour revenir un petit peu en arrière, que désigne-t-on par comorbidité? Car là, c'est un mot un petit peu compliqué que j'ai abordé comme ça. Je vais me la jouer d'ico, là il s'agit de l'association d'une pathologie ou d'une autre neurodivergence ou même d'un trouble qui sera lié à l'autisme, que l'on peut retrouver fréquemment sans pour autant qu'il y ait de lien de causalité entre les deux. Et ici, je vais prendre l'exemple de la déficience intellectuelle. Bien que de manière très stigmatisée dans l'imaginaire commun, on fait l'amalgame entre autisme et déficience intellectuelle, on peut très bien être autiste sans déficience intellectuelle et on peut avoir une déficience intellectuelle sans pour autant être autiste, et là je me passerai de toute blague. L'amalgame qu'il va y avoir entre autisme et comorbidité, c'est très clairement une erreur, et ça va biaiser l'approche, les outils, la pédagogie et peut-être même le diagnostic. Sur toutes ces bases, je crois qu'il est vraiment temps de faire un petit virage dans ma rivière et de parler de la désignation d'une personne autiste. Et là, c'est mon avis personnel, car oui, il varie d'une personne à l'autre, tant qu'il est bienveillant. Ça, c'est une information qui est essentielle pour tous, même pour certains psychiatres et surtout les journalistes, car très clairement, dans les articles, on voit souvent du grand n'importe quoi et des choses qui vont être très 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 stigmatisantes. Et déjà, grande nouvelle, autiste, ce n'est pas une insulte, c'est juste un mot. Lorsque je dis autiste, et surtout personne autiste, j'inclus tous les autistes dedans sans aucune distinction. Le terme Asperger a officiellement disparu et ne doit plus du tout être utilisé. Le terme Asperger ne doit plus être utilisé pour des raisons logiques et historiques. Il est important, à mon sens, et j'espère au sens de chacun et de chacune, de ne pas créer de distinction entre les autistes, entre ceux et celles qui vont être utiles et celles et ceux qui vont être des fardeaux. Monsieur Asperger, d'un point de vue historique, a travaillé activement, et là ça a été démontré, avec les nazis pour se servir des autistes fonctionnels, donc les préserver, et les autres étaient tout simplement déportés. Il est donc important de ne pas faire de distinction parce que ça n'apporte absolument rien. Il ne faut pas avoir peur du mot autiste et du mot autisme. D'ailleurs, ce mot est né en 1911. Il est dérivé du grec qui veut dire soi-même. Déjà, de base, on a l'impression que cela pose un biais d'approche, car nous serions tournés uniquement vers nous-mêmes, complètement renfermés sur nous-mêmes, ce qui explique en partie le soi-disant déficit d'empathie. Certaines personnes vont préférer le terme de TSA et donc utiliser un acronyme qui veut tout simplement dire trouble du spectre de l'autisme. Il va désigner et représente la diversité des formes que peut prendre l'autisme, non pas dans la structuration du cerveau, mais dans ce qui le compose. Les sensibilités sensorielles, la compréhension du contexte, les habilités sociales et tous les points qui sont concernés lors du diagnostic de l'autisme. Le TSA semble donc faire beaucoup plus référence à l'expression de l'autisme que la structuration du cerveau, et donc ce que l'on est. Ça, c'est un point important de vocabulaire, on est autiste, donc l'utilisation du verbe être est la plus proche de la réalité.
L'utilisation du verbe être est beaucoup plus correcte, beaucoup plus en tout cas, que de dire que nous sommes atteints d'autisme ou que nous souffrons d'autisme, comme c'est souvent le cas dans les articles qui vont être souvent très stigmatisants. C'est juste un mot, c'est vraiment juste un mot en fait. Ça permet de cibler une neurodivergence et ça va me permettre de mettre en place des outils et une pédagogie adaptée qui va augmenter la qualité de vie. Plusieurs fois dans ce podcast, j'ai posé les termes de neurodivergence, de neurodiversité et de neuroatypie. Mais alors, ça veut dire quoi et est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces deux termes? Le terme de neuroatypie, c'est un très très bon exemple de mot qui ne trouve pas sa source dans la science. Nous allons trouver son origine dans la sociologie. C'est en 1998 que la sociologue Judy Singer, ou Singer, ça dépend comment on le prononce, qu'il a utilisé dans sa thèse sur la neurodiversité. D'ailleurs, sa fille était autiste. Ce terme, il a permis d'entraîner une très forte déstigmatisation, mot un petit peu long, un petit peu compliqué à prononcer, de la diversité sur les fonctionnements cognitifs. Et ça, c'est vraiment cool. Dans le terme de neuroatypie ou de neurodiversité, on retrouve notamment l'autisme, le TDAH, la galaxie des troubles 10 et le syndrome de Gilles de la Tourette. Attention cependant, ce terme n'inclut pas ni HPI, ni HPE, ni multipotentiel, qui est un nouveau mot qui semble être à la mode. Ces trois termes, HPI, HPE, multipotentiel, ne sont que des indications pour repérer les charlatans, et je serai très clair et très ferme là-dessus. Petite parenthèse pour le HPI, haut potentiel intellectuel, ce n'est que de haute capacité cognitive. C'est uniquement ça. Ça n'inclut aucun problème, tout au contraire, ça va provoquer une hyper-adaptabilité de la personne. Et donc, en fait, il n'y aura pas de problème avec le HPI. Aucun, très clairement. La différence qu'il va y avoir entre neuroatypie et neurodivergence, elle est vraiment très schématique. Entre neurotypique et atypique, il faudra imaginer deux lignes parallèles qui se font face, les normaux d'un côté et les atypiques de l'autre. En soi, c'est pas très constructif. Dans mon esprit, neurodivergence va beaucoup plus se rapprocher d'une espèce d'énorme Y, donc d'un point de départ et de deux branches, avec une base commune et donc une branche indiquant beaucoup plus la notion de différence. Ce terme de neurodivergence, il a ma préférence. J'aime bien, je le trouve beaucoup plus esthétique, beaucoup plus constructif. Le terme de neurodivergence va indiquer cette différence de fonctionnement et non pas cette opposition entre normaux et les personnes qui seraient anormales. Là, c'est... Non, j'aime pas trop, c'est pas constructif pour l'avenir, ça crée une opposition. Je suis pas fan. Je pourrais m'étendre encore longtemps sur ce sujet, mais on va peut-être s'arrêter là et je vais vous laisser vous approprier ces notions, car là, ça va être un petit peu lourd à digérer. Et si vous le souhaitez, y réagir. Pour cela, vous pouvez me laisser un message sur le compte de ce podcast, en vocal, ou m'envoyer un mail à simplementadrien@gmail.com, tout attaché, ou me rejoindre sur mon compte TikTok où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez directement sur mon profil. Dans le prochain épisode, nous ferons le tour de l'histoire de l'autisme. Oui, nous parlerons histoire avec un grand H. Tout simplement.